pour nous, en cas de tachycardie, en cas de penser à faire le CG. C'était la seule fois chez un malade qui s'était revenu. Qui nous freine le plus, en vérité, c'est surtout les malades qui sont scopés. Souvent, quand ils sont scopés, on se limite à regarder le scope pour dire ah, l'onde TN est normale ou le tracé paraît sinusal ou tout et tout. On se limite à ça et on se rend compte qu'avec les 12 dérivations du tracé, ça donne beaucoup plus d'informations. D'autant plus que maintenant à Rouen, on a le CG qui est disponible. Donc, ça va plus nous pousser parce qu'il y a des malades chez nous là qui font des tachycardies à 200. On fait l'écho-cœur, on répète, on trouve bien. Je pense qu'il y a des indications là à le faire, un CG et d'explorer. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ok, merci Sohna pour cette contribution. Ouais, je pense que, comme Dr Bass l'a dit, hein, bon, il faut qu'on s'habitue plus à le faire. Ça, c'est un cours qui est théorique là, mais il faut qu'on pratique ça. Il faut qu'on ait le réflexe de faire ces ECG-là pour les malades parce que, bon, on retrouve ce qu'on cherche. Hein. Sinon, on ne cherche pas ça, on ne va pas le retrouver. Et ne pas se limiter juste à nos scopes. Ok. S'il y a d'autres contributions, sinon on va laisser Dr Bass conclure. Professeur Bass. Bon, par rapport à son malade, moi je vois quand tu as une bradycardie, mais les bradycardies, il y a une façon très facile de les explorer. Quand vous avez une bradycardie chez un patient, faites-le courir un peu, faites-lui faire des efforts. Si c'est une bradycardie qui disparaît à l'effort, il n'y a pas de souci, ça veut dire que voilà, c'est une réponse normale d'une sinusale. C'est pareil également si on vous interprète un ECG et qu'on vous met bradycardie sinusale régulière, ou bien qu'on vous mette, je dis bradycardie, qu'on vous mette arythmie sinusale. Bon, ça c'est la chose la plus fréquente. Si on vous met arythmie sinusale régulière, même si votre patient de temps en temps il fait des épisodes de bradycardie qui supportent, faut pas vous inquiéter. C'est pas la peine de vous inquiéter. C'est normal. Au repos ou quand la personne dort, c'est le nœud sinusal a tendance à piquer son rythme de stimulation, ce qui fait que le patient il peut être bradycarde, quoi. Mais il ne faut pas que ça descende trop également. Mais tant que le patient il supporte en général pas trop d'inquiétude, cependant quand vous avez une bradycardie, VAV de 2e degré ou de 3e degré, et que le patient, vous voyez, un nouveau-né, il n'a pas une bonne croissance, chez le nourrisson aussi pareil, ou que voilà quoi, c'est un enfant qui fait de la diaphorèse, qui a des épisodes de malaise, ou bien qui a une dyspnée à l'effort. Alors là, ça veut dire que sa bradycardie, que ce soit un trouble de la conduction ou bien un trouble quelconque, est symptomatique. Voilà. Et donc, si la bradycardie est symptomatique en ce moment, c'est une indication à aller faire quelque chose. Voilà. Donc, juste vous dire que c'est vraiment une partie de la médecine pédiatrique qui est vraiment sous-explorée. Il y a tellement de pathologies qui sont responsables, qui ont été responsables de troubles du rythme ou de troubles de la condition qui sont sous-explorées chez nous. Même les morts subites, vous voyez, les gens ne les explorent pas suffisamment ici. Alors que normalement, en cas de mort subite dans une famille, toute la famille doit être convoquée. On doit faire des tests à tout le monde, on doit faire des ECG, écho à tout le monde pour voir un peu qu'est-ce qui a été à l'origine de la mort subite. Quelques limitations au niveau des jeunes KCN1 qui sont très fréquentes dans la population noire et malheureusement qui sont tellement sous-diagnostiqués parce que chez nous, bon, une mort subite c'est normal, quoi. Bon, il est décédé brutalement et tout ça, bon, on sait que quelqu'un s'est arrêté et puis ça se limite à ça. Je me rappelle que quelques années, il y a peut-être 2 ans là, un enfant qui faisait son examen de baccalauréat et puis qui est décédé dans la salle et puis c'était fini, quoi. Voilà, il n'y a pas eu d'exploration de la famille, rien du tout. On a fait l'autopsie, oui, il a fait un arrêt cardiaque et puis voilà, on s'en est limité à ça. Alors qu'ailleurs, c'est des patients qu'il faut autopsier. Alors, on prend un fragment de trucs qu'on va aller étudier en anapath, on va aller déposer, faire des analyses génétiques, convoquer toute la famille, dépister une cardiomyopathie hypertrophique, faire un ECG à tout le monde, des échos et tout ça. Et puis moi, je suis tombé sur des patients chez qui, à l'étranger, on était obligé de leur mettre des défibrillateurs parce que c'est des enfants qui sont tombés au décours d'un sport, qui ont fait un arrêt cardiaque, réanimé, qui ont récupéré. Et après, quand on a fait l'exploration de la famille, on s'est rendu compte que toute la famille présentait le même trouble, la même mutation génétique, et que à l'interrogatoire des grands-parents, on s'est rendu compte que on retrouvait des décès qui étaient liés à ces mutations-là. Hein.
On vous dit que l'oncle est décédé il y a 2 ans ou il y a 3 ans d'un arrêt cardiaque. Il y a eu aussi la grand-mère maternelle et tout ça qui est décédée voilà, d'un arrêt cardiaque. Et personne ne savait. Donc, raison pour laquelle il faut vous poser des questions, notamment de ces troubles du rythme ou de ces troubles de la conduction. Voilà. Maintenant, nous, en pédiatrie, peut-être que quand les moyens seront là, on va systématiser la pratique des ECG quand vous allez demander des échos. Bon, moi, je voulais commencer ça cette année, mais bon, c'est un peu difficile avec l'approvisionnement en papier de CG. Voilà, les parents parfois qui vous viennent avec des moyens limites pour faire à peine le CG si tu leur proposes de faire pour faire l'écho, si tu leur proposes de faire systématiquement le CG, après voilà, il peut se poser parfois des problèmes, soit des moyens de l'hôpital ou bien des moyens des patients, quoi. Mais normalement, dans un centre de cardiologie, tout enfant qui vient pour faire une échographie, on doit faire le CG dans la foulée et la consultation. Voilà, ça permet de pouvoir guider non seulement le diagnostic, mais également de pouvoir élucider les médecins qui ont demandé l'examen cardiaque. Voilà. Mais bon, ça c'est pour Soleil. Il ne faut pas hésiter à donner des conseils aussi dans les comptes rendus échographiques que tu vas faire ou les ECG. Parce que souvent les gens ils demandent les examens, mais après ils ne connaissent pas la... Quoi. Si tu envoies un pédiatre BAV de 3e degré, il va toujours te rappeler pour te dire, bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc, il faut toujours mettre un petit commentaire en bas pour leur dire, voilà, quoi, BAV 3e degré, bon, voilà, vérifier tolérance patient, voir si patient tolère ça, si en cas de signe d'intolérance, un patient qu'il faut appareiller et tout ça, et puis voilà, et puis leur donner quelques orientations. C'est valable également pour l'échographie. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie. Merci à vous, professeur, c'est vraiment clair, merci encore. Hein. Voilà, donc comme il n'y a pas de questions, à bientôt. Merci beaucoup, professeur. Voilà, si vous avez besoin de soutien, d'aide et tout Merci, ça. Voilà, docteur Soleil. Merci, docteur Soleil. Merci à vous. Merci. Allez, bye.